Écoutez, j'espère que quand vous allez sortir de cette rencontre, vous allez avoir mais qu'une envie, c'est de voir ce film qui s'appelle Sous le ciel d'Alice, qui est le premier long métrage de Chloé. Et nous allons essayer pendant 1 heure de vous dire comment elle a travaillé. Et moi, je vais dans un premier temps, avant vous, lui poser quelques questions, parce que moi j'ai le privilège d'avoir vu 2 fois le film. Quelques questions justement sur les principes qui l'ont guidé, ou l'instinct qui l'a guidé, ou l'intuition qui l'a guidé, dans son utilisation de l'animation à l'intérieur du film, puisque nous sommes dans des rencontres sur l'animation. Mais je pense qu'il est bien de commencer par un parcours rapide. Il y a des étudiants ici, et c'est intéressant de savoir l'étudiante que vous avez été, Chloé, effectivement. Oui, parce que du coup, j'ai pas un parcours. En fait, je viens pas d'une école d'animation. J'ai étudié le graphisme aux Arts décoratifs de Strasbourg et j'avais envie d'être graphiste. Mais finalement, j'ai rencontré l'animation au cours de mes études et c'est un médium que j'ai d'abord employé de façon très naïve, sans même savoir ce que je faisais, on va dire, que j'étais en train de faire de l'animation. J'ai fait un film de fin d'études qui s'appelle L'amour m'anime, qui raconte mes histoires d'amour raté et qui a fait rire, qui faisait beaucoup rire mes camarades. Et je me suis dit, bah tiens, c'est un médium qui finalement me plaît parce qu'il correspond à ma façon de parler et j'avais l'impression d'atterrir dans un terrain de jeu immense. Et donc je suis finalement restée dans ce terrain de jeu et j'ai continué à faire des films, voilà, donc de façon assez empirique. Au fur et à mesure, j'apprenais les techniques et voilà, j'ai fait 5 courts-métrages jusqu'à arriver à faire le long-métrage, qui n'était pas un objectif en soi, parce que en effet, c'est pas l'envie forcément de faire un long-métrage quand on fait de l'animation, mais voilà, ça c'est présent. Enfin, il y a eu un moment où j'ai eu envie de déployer un récit un peu plus long et voilà, en gros. Voilà, et effectivement, c'est vrai que je pense qu'à plusieurs reprises, on aura l'occasion de voir comment tu travailles sur l'adaptation à ce qui arrive dans la fabrication, la création, effectivement, du film. Alors, je voudrais dire que il y a de ce film, voilà, je vais vous donner mon avis sur ce film et après, je vais m'effacer et vous m'entendrez plus que pour poser des questions à Chloé. Mais j'avais envie de le faire au début parce que c'est vrai que le producteur de Chloé, Frédéric Niedermayer, me disait que parfois les critiques étaient incapables de dire qu'ils aimaient ou qu'ils aimaient pas. Eh bien, moi, je vais vous dire, j'aime énormément ce film. J'ai été très touchée. J'ai même pleuré à certains moments. Et je trouve que il y a dans ce film plusieurs données qui sont intrinsèquement tressées et que nous allons dissocier pour que vous, qui n'avez pas vu le film, vous puissiez rentrer dans le film. Et c'est vrai que c'est à la fois un film sur un paradis perdu, le Liban, une histoire d'amour, et la question politique du Liban. Et juste, je voudrais poser une interrogation. Je pense qu'on n'y répondra pas maintenant, mais les mois qui viennent y répondront. Je me demande dans quelle mesure le film de Chloé, Sous le ciel d'Alice, qui sort le 24 février de 2021, je me demande dans quelle mesure il va pas faire un effet de cliquet, comme par exemple le film J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin a fait un effet de cliquet, où la critique non spécialiste du cinéma d'animation s'est dit c'est un film, c'est du cinéma. Et c'est vrai que sur ce qui est la représentation du politique dans les cinémas d'animation, on a des grands phares. Valse avec Bachir, 2008, Persepolis, 2007, à moins que ce soit l'inverse. Non, c'était ça. Et on avait ça comme référence. Et c'était frontalement sur le politique. Là, justement, je vous le dis, le film travaille plusieurs registres et il me semble que c'est une de ses richesses. Et donc, on verra si le public, on l'espère, va faire comme à Angoulême, parce que non seulement ça a été un succès, mais c'est pas elle qui me l'a dit, c'est son producteur, il y a une standing ovation à la fin. Et ça, quand vous êtes dans un festival qui n'est pas comme le festival de Cannes, avec que des professionnels, quand vous êtes dans un festival comme Angoulême où il y a du public, eh bien, ça veut dire des choses. Donc, je vous propose que pour commencer, on voit, comme disent les Anglais et les Américains, l'éléphant dans la pièce. Parlons un petit peu du Liban d'abord, parce que il faut débroussailler un petit peu ça pour aller plus profondément ensuite dans les questions où l'amour du Liban et l'amour des personnages. Bon, c'est vous qui allez dire ça. Mais je pense que c'est important
Et je partirai d'un adage libanais que tu cites volontiers, que je te laisse faire. Ah oui. Alors, on dit, si vous pensez avoir compris la guerre du Liban, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Voilà. Et donc, je me suis rendu compte autour de moi, il y avait beaucoup de gens qui étaient comme moi et pour qui la question libanaise était extrêmement floue. Et en 2 minutes, pas plus, parce que il faut venir au film, je me suis demandé comment essayer de vous faire percevoir à ceux d'entre vous qui êtes comme moi, qui n'avaient pas la perception de cette complexité, comment c'est tellement intriqué. Dans le film, je vais citer une phrase du film, il y a un journal télévisé en 1976 et le speaker dit « 22 milices, 3 armées, 2 polices, 42 partis. Après un an de conflit, nous sommes médiocres même dans le mal. » Et à un autre moment, qui est bouleversant, c'est pour ça qu'on ne va pas vous le montrer parce que vous aurez le bonheur de le voir sur le grand écran, l'actrice fait une prière, enfin le personnage fait une prière pour le Liban. Et elle égrène des noms des communautés libanaises. Elle en égrène 21. Les Druzes, les Maronites, les Grecs orthodoxes, dont vous venez, je crois, votre famille vient, les Juifs, les protestants, les hindouistes. Et à un moment donné, première lecture, j'entends pas les musulmans. Je me dis, attends, je réécoute les sunnites, les chiites. Donc vous voyez, tout est fractionné. Et à partir de là, vous avez un pays qui essaie de vivre sa politique, et actuellement, vous voyez bien comment ils ont du mal à construire un gouvernement avec cette complexité. Pour terminer cette minuscule introduction pour dire à partir de quoi vous avez travaillé, je voudrais lire quelques lignes d'un magnifique livre de Ethel Adnan, qui est une plasticienne poétesse libanaise. Le livre est sorti en janvier 2020. Elle dit ceci: le Liban était en fait, pour au moins la moitié de la population vivant sur son sol, composée d'exilés. Arméniens réfugiés de la Première Guerre mondiale, Russes aussi, Grecs de Smyrne, Égyptiens venus après les nationalisations de Nasser et tous les exilés politiques de Syrie, d'Irak, de Libye, les Palestiniens de 1948, ceux de 1967, et elle continue. Donc, si vous voulez, voilà une vague idée de cette complexité, à partir de laquelle l'amour du Liban qu'ont les Libanais, mais aussi que peuvent avoir les Français, se développe. Et je termine par ça. Nous sommes vraiment partie prenante du Liban. Si vous l'aviez oublié, moi je me suis rafraîchi la mémoire. La France a exercé, sur la demande de la Société des Nations, de 1918 à 1943, un mandat sur le Liban. C'est-à-dire qu'elle a gouverné le Liban. Donc, ne nous étonnons pas que le Liban soit si francophone et qu'effectivement, dans votre film, on parle français, arabe, effectivement. Et c'est à partir de ce maelstrom que vous avez réussi à faire un film. Et donc là, on va partir sur la genèse de votre film. Merci de votre patience là-dessus, mais il me semblait que c'était pas mal de déblayer un petit peu, de sortir l'éléphant de la pièce. Donc, le film, l'envie du film arrive quand, Chloé ? L'envie du film arrive en 2015 et part de l'envie vraiment de parler de cette guerre civile, en fait, de comment un pays qui vivait en parfaite harmonie se détruit vraiment, comment des frères, enfin même au sein d'une famille, comment ça commence à se disloquer. Et donc au début, j'avoue être partie dans un ton très grave en fait, parce que en effet la guerre c'est très grave. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont séparés. Et plus j'avançais dans l'écriture, plus je me rendais compte que ce n'était pas le ton que j'avais employé dans mes courts-métrages, et c'est un ton avec lequel j'étais pas du tout à l'aise, parce que je me disais mais en fait c'est pas ma place de dénoncer, de dénoncer la guerre, de dire que vraiment les gens ont été méchants et parce qu'il y avait des gentilles personnes qui étaient là, qui ont été victimes de ça. Et plus j'ai commencé à écrire, plus je me suis dit mais en fait il faut que j'emploie ce ton libanais qu'avait ma famille quand ils me racontaient les histoires de la guerre, leurs souvenirs, qui étaient des souvenirs plutôt joyeux.
Et c'est des choses que je retrouvais pas dans ce qui avait déjà été fait sur la guerre du Liban. Et donc je me suis dit, ah bah là, peut-être je peux m'emparer de ça, de cette sorte de mythologie familiale que j'avais, qui avait nourri mon enfance, où moi j'adorais écouter leurs histoires de la guerre, parce que nous on était avec ma famille assez isolés en fait à Paris, et eux étaient ensemble au Liban et vivaient des aventures extraordinaires. Enfin, quand on est enfant, quand on nous raconte qu'on est là coincé dans un abri et puis qu'après il y a des bombardements. Enfin, c'est, étant enfant, on trouve ça assez, comment dire, l'aventure, quoi. Voilà. Et donc il y avait cette envie de aussi avoir ce point de vue de fantasme sur ce pays. Voilà, donc d'être dans quelque chose d'assez décalé. Mais toute la guerre du Liban comporte de toute façon quelque chose d'assez décalé, qui allait aussi bien avec le ton un peu burlesque que j'avais envie d'employer. Donc le ton burlesque, il est lié à ce qui s'est passé, il est lié à une envie du film d'animation qui passerait par le burlesque, ou les deux? Je pense que c'est un peu les deux. Je pense que j'ai hérité du ton burlesque de ma famille et qui va très bien avec le Liban. Est-ce que, par exemple, le ton burlesque, c'est les plaisanteries de l'oncle Georges qui, dans les situations les plus dramatiques, a toujours un mot pour rire? Oui, par exemple. Pas dans les costumes également. Donc, parce qu'il y a des miliciens qui sont dans le film, qui sont costumés. En fait, des miliciens qui ont des masques, des boas. Et en fait, ce n'est juste c'est la réalité. J'ai même minimisé, c'est-à-dire que pendant le conflit, comme le fait que ça soit une guerre civile, les gens voulaient pas être reconnus ensuite par les voisins, parce qu'ils tiraient un peu, puis hop, après ils retournaient travailler. Donc il fallait pas qu'il y ait de problème, donc ils se masquaient. Donc, mais c'était des masques genre de cow-boy ou des trucs comme ça un peu absurdes avec des boas. Donc le début de la guerre, et quand on voit les photos, on a du mal à imaginer que c'était vrai. Quand on voit le film, on se dit que j'ai exagéré, mais en fait j'ai minimisé le... Est-ce que vous voulez nous montrer d'abord l'extrait du film pour qu'ils aient la surprise du burlesque et ensuite les photos de la réalité? Alors, on peut juste pas tout de suite mettre l'image. Merci. Le temps que parce que la guerre n'arrive pas tout de suite. Parce que Chloé, comme tout cinéaste, protège son film. Le film n'est pas encore sorti. Donc c'est normal. Elle veut garder des moments de surprise pour le spectateur. Et donc... faut pas que vous voyez. Pas tout. Sinon, pas tout. Vous n'irez plus le voir. C'est bon. Si on peut éteindre, peut-être. Je sais pas comment on fait. Merci. C'est officiel, on parle de second round dans la série des troubles qui secouent notre pays. Depuis plusieurs jours, les combats de rue se multiplient en périphérie de Beyrouth. Hier soir encore, une fusillade a causé la mort d'une quarantaine de personnes. Et là maintenant, les photos de la réalité. Les photos qui sont là. J'avais bientôt préparé. Pardon. Alors attendez. Vous allez tout voir. Voilà. C'est stupéfiant. Ouais, donc il y avait vraiment des... Là, attendez, celle-là, elle est aussi... Ouais, c'est tout petit, pardon. Mais... Voilà, donc il y avait des... Vraiment, ils avaient des... Ils avaient donc des masques. Ouais. Et vous avez vu le premier avec le boa, quand même. Parce que c'est vrai que quand vous êtes dans une salle de cinéma et que vous voyez ça, bon. Et en même temps, et on peut peut-être allumer la lumière, si vous voulez bien. Et en même temps, on n'est pas complètement surpris, parce que ça arrive, à 20 minutes du début du film, à peu près? Je sais pas. Oui. J'ai vu que 2 fois. Et en même temps, on n'est pas complètement surpris, parce que justement, depuis le début, vous avez choisi une tonalité qui vous permet de qui vous autorise, justement, quelque chose qui serait de l'ordre du décalé. Oui, parce qu'il y avait vraiment cette envie de montrer que quand le personnage principal arrive au Liban, elle soit prise dans un espèce
enfin comment dire, c'est comme on a de folie libanaise, parce que c'est un pays, quand on arrive, c'est très électrique, très passionnel en fait, et donc il fallait que l'image soit soit le miroir de ce que elle ressent, parce que il y a dans le film, on est dans ses souvenirs. En fait, on arrive au début du film et on est avec elle dans ses souvenirs. Donc je pouvais me permettre cette espèce de léger décalage avec la réalité, enfin gros décalage avec la réalité, parce que on est dans son interprétation. C'est clairement pas, j'annonce dès le début que clairement je ne vais pas expliquer la guerre ou raconter la guerre de façon réaliste. On peut peut-être dire, pour sans déflorer le film, mais qu'elle est suisse. Qu'elle est suisse et qu'elle vient au Liban parce qu'elle y a trouvé du travail en tant que gouverneure, que nurse, effectivement. Et donc, c'est cette arrivée. Vous vouliez nous montrer le début, justement, pour parler de cette façon d'adopter un ton différent. Donc, on va vous montrer le début de... Pardon. En fait, on s'est dit qu'on allait montrer cet extrait parce que ça montre aussi le passage de la prise de vue réelle à l'animation. En fait, il y a très peu de, comment dire, ça passe vraiment au début. Après, c'est beaucoup plus ponctuel, mais il y a ce début qui a effrayé tous les producteurs de. Vous m'avez dit que vous avez vu 50 producteurs ? 50, oui. Une cinquantaine de producteurs qui ont décliné. Parce que ni animation, ni film en prise de vue réelle, on ne sait pas dans quelle case le rentrer. Et puis vous êtes tombé sur Frédéric Niedermeyer qui apparemment a marché. Oui, ça peut-être on pourra faire un point. Peut-être si vous avez des questions sur en effet cette petite problématique de quand on fait un film. Façon, parce que c'est pas une petite problématique. C'est un gros intérêt de votre film. Donc c'est le début, elle est sur le bateau. On vous montre 3-4 minutes. Voilà. Voilà, comme c'est au début, ça déflore pas trop. Mais vous voyez bien le passage d'une technique à l'autre. Comment est-ce qu'on dit ? D'un genre à l'autre ? Non, d'une technique à l'autre. D'une technique à l'autre. Effectivement. Et par exemple, au début, vous aviez davantage prévu d'être en animation. Alors au début, quand j'ai commencé à écrire, pour moi, c'était un film tout en animation. Mais je voyais bien que plus j'écrivais, plus j'étais confrontée à des problématiques, parce que j'avais pour une fois envie de faire parler les personnages et que je me disais, mais en fait, pourquoi faire de l'animation quand il marche ? Enfin, je me suis dit, mais en fait, ça n'a pas de sens de faire tout en stop motion, surtout que c'est quand même une technique qui est assez, qui peut mettre une certaine distance, en fait, surtout quand, par exemple, des gens parlent ou voilà, pour être plus dans l'émotion. Je me suis dit, autant en fait ne faire de l'animation que quand elle est vraiment nécessaire et l'employer comme un effet spécial. Donc j'ai écrit le scénario sans penser à la technique, en ayant vraiment une totale liberté, dans le sens où en fait c'est vrai que l'animation, ce recours que j'avais à l'animation permettait en effet de pas me poser des contraintes de production de style comment on va faire pour tourner en Suisse, alors que voilà, on était dans un budget qui n'était pas illimité. Comment on va faire pour être dans... Après, c'est plus l'animation, mais ça reste quand même des choses qui sont stylisées. Le Liban des années 50, comment le faire. Voilà, donc on avait cette envie de pas se restreindre à l'écriture. Et je pense que j'étais un peu pas énervée, mais disons que quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait pas mal de résidences d'écriture et l'idée c'était, vraiment ce que j'avais comme retour, c'était de dire tu peux utiliser l'animation quand elle pense ou quand elle rêve. Et ou alors par exemple, ça serait bien qu'elle raconte son récit à un enfant et on est dans la tête de cet enfant. Comme ça, c'est normal que ça soit de l'animation. Donc je me disais, mais c'est quoi l'animation pour les gens? Ça veut dire que c'est un truc qui est un peu pour simplifier la réalité, un peu soit on rêve, soit on est un enfant. Voilà, ça me semblait un peu disons que ça m'a encore plus encouragée à le lier au récit plutôt que d'en faire un truc qui soit systématique. Et ça, c'est très frappant. C'est très frappant parce que quand on regarde la première fois le film, si on est un tant soit peu sur la question de l'animation, de la critique, etc., on cherche, et moi ça m'a un peu gâché ma première vision parce que j'ai bêtement cherché un système,
il n'y en a pas. Et c'est ça qui est formidable. Quand vous le revoyez, vous dites que vous le revoyez de manière comme ça doit être vu, c'est-à-dire sans se préoccuper de savoir s'il y a de l'animation, pourquoi, etc. Vous n'êtes pas une intellectuelle tarée comme moi. Et ça vient à certains moments, mais comme elle aurait pris un autre outil technique. Et par exemple, là, vous avez vu une espèce de petit hommage au cinéma des années 50, repris par Spielberg, la carte avec le petit bateau, on voit ça dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. À un moment donné, vous le refaites un peu plus loin dans le film, et vous m'avez dit que c'était juste par économie pour faire plus vite, quoi, effectivement. Oui, cette carte, en fait, c'était aussi parce que cette carte, on l'utilise 3 ou 4 fois, et j'avais aussi envie que ça soit toujours la même carte pour montrer, en fait, cette espèce de pays qui ne, voilà, d'où les gens partent sans cesse. Enfin, elle arrive, et après, on montre que des gens qui s'en vont. Et alors, comment est-ce que vous avez travaillé pour justement à la fois, dès le début, mettre ce passage en animation qu'on a vu, avec la Suisse, le pays perdu, et que ce soit pas, justement, quand vous ne vouliez pas un cliché, une utilisation cliché. Comment est-ce que vous avez travaillé là-dessus, et justement, et bien réussi à mon avis, pour qu'on soit pas en se disant, ah oui, évidemment, c'est l'animation à ce moment-là. Je pense que j'ai privilégié l'histoire, et du coup, et aussi une cohérence artistique, on va dire, globale. Donc en fait, je pense que les liens se font aussi par l'image et par le récit. Je pense qu'à un moment, on se pose plus trop de questions. Mm-hmm. Enfin, j'espérais. J'avoue que je disais, mais oui, ça va marcher. Mais j'étais pas... Ça marche, hein, parce que c'est tellement... Vous avez vu comment vous êtes applaudi. Je veux dire, il y a un tel plaisir à cette animation sur... le cliché suisse, vous savez ce que ça m'a rappelé, ce que disait Hitchcock, il vaut mieux partir du cliché que d'y arriver. Et vous partez des montagnes suisses, et elles sont montrées comme dans une publicité pour du chocolat, et on voit bien que c'est fait exprès. Et il y a même d'autres échos qui, alors là, ça c'est les délires de la critique, hein, qui dépassent même ce que vous avez voulu mettre, parce que moi, quand j'ai vu les jeunes filles qui apprennent à devenir nurses, s'occuper des bébés comme ça, j'ai pensé au ballet de Anna Teresa d'Eckersmaker. J'avais vraiment l'impression qu'on avait affaire à cette modernité, et en même temps, il s'agit d'un enseignement absolument ringard, décalé, mais que vous montrez comme tel. Et donc, dès qu'on est dans l'image de la Suisse, on est dans le plaisir du détournement du cliché, sans être dans c'est pas un truc intellectuel. Il y a du plaisir, hein, qui se joue tout de suite. Moi, je fais beaucoup plus confiance à l'image que à trop de mots. Et donc, du coup, il y avait cette envie de montrer que la Suisse était un pays assez rigide. Voilà. Et je me suis dit, au lieu d'en faire des caisses dans un quelconque discours, il suffit de les montrer comme ça, un peu coincés. Oui. Et quand elle arrive à Beyrouth, qui est Chypre d'ailleurs, hein, vous avez tourné à Chypre parce que c'était peut-être pas facile de tourner au Liban à ce moment-là. C'est une dame cèdre qui l'accueille. Donc là, vous n'avez pas pris de l'animation pour quelque chose qui est de l'ordre d'un symbole quand même. Oui, après, comme là, c'était pas nécessaire, en effet, j'ai pas utilisé l'animation. Voilà. Et elle est très pulpeuse, très vivante, et je trouve que ces premières minutes du film montrent une intention, mais je ne sais pas si c'est ce que vous avez voulu faire, mais si, je crois que si. C'est ce mélange de techniques. Pourquoi vous l'avez choisi pour le Liban ? Parce que justement le Liban est composé très multiculturel, et pour moi c'est pas ça qui a fait qu'il y a eu ce conflit. Et en fait, à un moment, j'ai discuté avec justement quelqu'un qui était gêné par ce mélange de techniques. Et je me suis dit, vraiment, c'est ça, je ne peux pas décemment faire un film où il n'y ait qu'une technique, parce que je prône l'idée que la multiculturalité au Liban est sa richesse. Et donc, voilà, je me suis dit, c'est très cohérent que pour ce film-là, la diversité soit harmonieuse et soit une preuve, en fait, de joie, quoi. Enfin, et pas... Voilà. Je trouvais ça très dur de le dire dans un film, que ça soit le message d'un film. Mais je me suis dit, si dans la technique c'est comme ça, de façon peut-être un peu inconsciente, voilà. Hier, on parlait de mise en scène. Là, c'est une démonstration de ce que c'est que la mise en scène.
effectivement faire passer plus par la façon dont vous avez filmé que par du discours. Et d'ailleurs, vous dites que vous vous méfiez un petit peu des dialogues parce que les corps mentent moins que le dialogue. Du coup, est-ce que ça donne pas justement ce peu de dialogue un côté extrêmement épuré qui va vers l'artifice? Vous avez voulu de l'artifice. Oui, d'une certaine façon. Après, comme j'ai fait mes films d'avant étaient en animation, je suis assez dans l'économie de gestes, de moyens. Et donc ça, avec les comédiens, ça a été vraiment tout un travail de les cadrer. C'est le cas de le dire. Oui. Parce que je vous signale que la chef opératrice qui est sur ce film est une des plus grandes chefs opératrices françaises. Je m'étais demandé à un moment donné si c'était un algorithme qui avait fait que vous l'aviez choisi, Hélène Louvard. Parce qu'Hélène Louvard, d'une part, elle a filmé tout, à peu près, toute l'œuvre de la sœur de l'actrice Alba Rohrwacher, Les Merveilles, Corpo Santo. Corpo Céleste, voilà, c'est ça. Et d'un autre côté, elle a aussi filmé le Liban avec Daniel Arbid. Donc, eh bien, vous m'avez dit pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, ça, c'est des délires de critique, ça. C'est Frédéric Niedermeyer, le producteur, qui vous l'a proposé. Mais l'image est magnifique et ça mérite d'être signalé. Si vous voulez, l'an dernier, on avait un entretien avec Benjamin Massoubre, qui est le monteur de J'ai perdu mon corps, et c'était ça qui était frappant, c'est qu'on était dans du cinéma, quoi. Il parlait de montage, c'était pas du montage d'animation, c'était du montage. Et là, le travail qui est fait sur l'image et tout le travail de la mise en scène, on a vraiment le sentiment que c'est une œuvre cinématographique dont, d'ailleurs, est-ce que je me trompe, il me semble que les effets d'animation sont de moins en moins nombreux au fur et à mesure qu'on avance dans le film. Oui, parce que en fait, au fur et à mesure du film, les personnages perdent un peu de leur fantaisie, et donc l'animation qui était parce que la guerre arrive. Voilà, parce que la guerre arrive. L'animation amène de la fantaisie, et là, en effet, on n'en avait plus besoin. En fait, il y a eu un moment, je devais en rajouter, et on l'a enlevé. On a tout enlevé. Sur la dernière partie. Oui, il devait y en avoir un petit peu plus, et on l'a enlevé. Effectivement, c'est vrai que c'est un paradis perdu, c'est le souvenir du Liban des années 70, de toute une famille qui s'aime et qui a une vitalité méditerranéenne magnifique, et qui est aux prises progressivement. Et c'est pour ça que l'animation, quand on le vit en tant que spectateur, disparaît, c'est que elle est aux prises avec les bombardements, les attentats, la guerre civile, effectivement, et que quelque chose de la gravité de la situation du Liban arrive. Et en fait, on a l'impression que l'animation vous a servi pour ce paradis perdu, et donc que vous la laissez un petit peu de côté. Parlez-nous un petit peu de quelque chose qui n'est pas de l'animation, mais qui va dans le sens quand même de ce côté joyeux, artifice, c'est la fusée. Ah oui, mais alors la fusée, pour le coup, c'est comme l'histoire des miliciens, c'est un projet qui a réellement existé. En fait, le personnage Alice, là, elle rencontre donc Joseph, qui est un astrophysicien qui rêve d'envoyer le premier Libanais sur la Lune. Et en fait, ça paraît un peu improbable vu de notre époque, mais c'est un projet qui a réellement existé. Il y a un documentaire là-dessus qui s'appelle Lebanese Rocket Society, et c'est de Johanna Hadji Thomas et Khalil Chorej, pardon. Exactement. Et du coup, ça me semblait intéressant que ce personnage y représente en fait ces rêves d'époque en fait pour le monde arabe qui étaient au même niveau que les autres pays du monde, mais qui ont été un peu stoppés dans leur élan, parce que ce projet a été arrêté en 69 par la France, parce que il y avait ils maîtrisaient pas complètement encore le lancer de fusée, donc ça a fait des petits problèmes, ça a tiré dans la mer et ça allait sur un bateau chypriote. Bon. Donc il y a eu voilà. C'était pas encore au point. Voilà, mais en fait quand on voit les vidéos, c'est assez amusant parce qu'on dirait vraiment des enfants qui allument des pétards, ils courent, ils vont se cacher, puis le truc il part dans le mauvais sens. Donc, mais dans votre film aussi, on a vraiment l'impression qu'il y a une exaltation, c'est un plaisir du travail quand le travail vous excite, quoi.
Hein, ces chercheurs autour du personnage Ah oui. masculin principal, ils sont excités comme chez Tintin. Oui, je pense qu'ils sont excités plus maintenant, à l'époque que maintenant. Je veux dire, c'est vrai quand on regarde les documentaires sur la NASA, ça n'a pas l'air d'être, ils ont pas l'air de trop s'amuser. Mais quand on voit les documentaires, vraiment dans les années 60, il y a vraiment l'aspect ludique et bricolage qui collait avec le personnage. C'est marrant que vous parliez de bricolage, j'y avais pas pensé, mais je trouve que la façon dont vous travaillez l'animation et la fiction et la prise de vue réelle, ça relève de ce que Lévi-Strauss appelait le bricolage à un niveau très noble, c'est-à-dire se servir de techniques qui ne sont pas prévues pour un usage, les détourner pour un autre usage qui vous est utile. Et on a vraiment l'impression que vous vous servez, vous n'avez pas arrêté de le dire, de l'animation comme un outil à certains moments. Et à d'autres moments, vous ne l'utilisez pas. Il y a des moments hybrides. Est-ce que vous acceptez de nous montrer la racine? Ah oui, j'accepte. Merci. Donc c'est un moment hybride, même si ce mot est... Oh pardon, oui, c'est vrai. Il ne faut pas prononcer ce mot qui l'a fait souffrir, et elle a bien raison. Mais c'est un... complexe, on va dire. Alors attention, je vais essayer de vite passer. Oui. Non, là, ils se sont déjà... Ah, ça c'est merveilleux. Alors, juste une seconde. C'est vous qui l'avez fait, hein. Elle utilise des effets, quand je vous dis qu'elle prend tout ce qu'elle a... Merci Lévi-Strauss. Ça, c'est comme chez Méliès. Et il y a un autre cinéaste qui s'appelle Léos Carax, qui dans son premier long métrage a fait le même coup de la voûte étoilée, extrêmement simplifiée, théâtrale, et qui est d'une poésie absolue. Pardon, j'arrête. Ça, c'est aussi les contraintes budgétaires. Hein. Ouais, mais ça, je m'en fiche. Vous avez résolu... Non, mais ça, vous avez... on peut parler du speak screen, puisqu'on y est ou pas? Vous voulez pas? Non, mais attendez. Le truc des contraintes budgétaires, il y a des gens qui résolvent très mal les contraintes budgétaires. Vous l'avez résolu par la transformation par le haut. Oui. Donc, non, mais j'avoue que j'aime bien aussi. Les contraintes budgétaires. Enfin, les contraintes. Voilà. Et l'équipe avec qui je travaillais aussi était très excitée par l'idée d'avoir... Enfin, non, ils ont quand même râlé, mais disons que... ça nous a poussé à inventer des trucs et... Ouais. Que les élèves d'école d'art entendent ce qui vient de se dire. Alors ça, c'est gonflé comme c'est pas possible. Une autre raison de voir le film. C'est un éloge du premier degré, je trouve. Et c'est une confiance pour le spectateur. Regardez, la preuve, ils n'ont pas vu le film et on voit ce dont il s'agit. Alors, comment avez-vous procédé pour ce faux split screen? Déjà, et ensuite, la question de la racine. Alors, il y avait l'animateur qui était à côté de la comédienne et qui tirait avec une espèce de crochet qu'il avait fabriqué pour qu'elle ait quand même cette... ces vêtements tirés. Et ensuite, lui a fait l'animation de son côté une fois qu'on avait tourné la scène entière. Et il y avait cette espèce de grand challenge avec cette scène, c'est qu'on n'avait qu'une racine. Et donc du coup, si on ratait, on était... Et en plus, normalement, on n'a pas on a tourné en pellicule, donc au niveau il faut normalement tout le temps tourner 2 fois parce que ça peut arriver qu'il y ait des problèmes sur les côtés ou un poil. Et là, on a eu de la chance, il y avait rien. Enfin, ça a été. Mais en fait, c'est aussi, moi, j'ai hérité ça aussi de mes courts-métrages où en fait, parfois, je savais que je pouvais tourner qu'une fois. Parce que soit je déchirais des vêtements ou je cassais les objets. Et j'aime bien cette idée de se dire que ça peut être fait qu'une fois, cette prise de risque en fait. Et même si l'équipe, ils avaient très peur, surtout l'assistante, elle a été... au final, comme ça s'est bien fait, il y avait cette satisfaction un peu de tout le monde d'avoir réussi et d'avoir en fait fait un truc que normalement on fait pas parce qu'on prend jamais normalement il faut tout assurer et tout prévoir. Oui, en même temps, Tarkovsky, il avait qu'une maison à brûler à la fin d'un de ses films, et il l'a fait, et ça a marché. Mais pour terminer, avant de laisser la parole au public, vous prenez là quelque chose qu'on fait en animation, la question du symbole. Je vous conseille la lecture du texte de Michael Dudok de Witt à la fin du numéro 2 de Bling Blanc
sur la question du symbole. C'est remarquable. Il réfléchit à comment on travaille le symbole entre l'intellect et le sensible. Hein. Et d'habitude, couper une racine dans un cartoon, c'est pas un problème. Là, la force, c'est que vous n'avez pas pris l'animation pour ça. Vous avez pris la prise de vue réelle, peut-être parce que, enfin, vous n'avez pas arrêté de le répéter parce que c'est un choix de cinéma. Mais quoi. ça s'est vraiment décidé pour le coup au dernier moment. Parce que jusqu'au dernier moment, ça devait être en animation. Et parce que j'avais envie qu'il y ait du sang qui sorte. Mais finalement, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu trop. Un peu... Donc on l'a pas fait, on l'a fait en prise de vue réelle. Mais c'était vraiment le truc jusqu'à la fin, on savait pas. Mais on a l'impression qu'à plusieurs reprises, vous avez pris des décisions dans ce sens-là. C'est-à-dire, effectivement, ne pas faire l'animation qu'on attendait, et choisir d'autres biais. C'est ce qui fait aussi une des forces de votre film, c'est que il est complexe, les personnages sont complexes, mais j'en dirai pas plus parce que sinon je spoilerai l'histoire et vous m'en voudriez. Je pense que cette question, vous voyez, elle est entre l'artisanat, parce qu'il y a un côté artisanal, hein, quand même, la voûte étoilée et la couper la racine, et l'héritage de l'artifice, qui est un héritage du cinéma français guitrio-romérien. Peut-être que, il paraît que Frédéric Mittermeier vous achetez des films de Guitry quand il a commencé à travailler avec vous. Oui, parce que j'ai une très mauvaise culture cinématographique. Et donc mon producteur me disait, mais tu connais pas ça? Et je disais non. Alors il m'a amené chez Gilbert Joseph et il m'a acheté plein de DVD pour un peu, j'ai l'air un peu moins naïve. C'est aussi le rôle d'un producteur. Ouais. De faire ce travail-là, et puis parce qu'il aime Guitry, c'est lui qui produit. Et Pierre Etex. Ouais. C'est lui qui produit Emmanuel Mouret, donc vous ne serez pas étonnés. Mais simplement cette dualité entre artisanat et artifice affiché pour justement parler d'une réalité tellement complexe, c'est traversé par une histoire d'amour dont on ne vous parlera pas, mais qui est très très belle entre cette actrice dont vous avez entendu l'accent, et ça m'a rappelé Anna Karina chez Godard, vous savez. Le fait qu'elle a un petit accent chez Godard, ça joue beaucoup dans l'étrangeté. Et puis, cette force de l'histoire du Liban. Je pense que vous devez avoir des questions pour essayer de tenir le timing. Il y en a une au milieu, là. Pourquoi n'aimez-vous pas le terme hybride pour parler de mélange d'animation et de film réel? Alors justement, c'est pas un terme que j'affectionne, mais c'est un terme qui, quand j'avais commencé à rentrer dans on va dire, à chercher un producteur, c'était un terme qui revenait souvent. En fait, parce qu'on aime bien mettre, enfin, c'est le truc de genre, et donc c'était le hybride, parce que c'est deux techniques. Mais moi, c'est pas un mot que j'aime bien, mais j'ai pas trouvé d'autres. Moi, j'aime bien dire mixte, mais... En même temps, à vous écouter, là, pendant cette heure, on a vraiment l'impression que c'est pas la question hybride, pas hybride. Ce qui compte, c'est comment vous allez exprimer dans votre mise en scène ce que vous avez envie de dire. Et vous prenez les outils qui sont là. Oui. Mais parce que hybride, ça fait un peu mutant. On dirait qu'il y a un truc qui est pas... Enfin, on a l'impression qu'on va vraiment s'ennuyer, quoi. C'est une bonne raison. Il y a une question ici. On aimerait revenir sur la recherche du producteur, la multitude des producteurs, comme promis tout à l'heure. Oui, alors j'en ai pas rencontré 50, hein. Un moins quand même. Ah, c'est ce que vous avez dit quand on a préparé. Non, j'ai envoyé 50 mails. J'ai pas eu autant de réponses. Et du coup, j'en ai rencontré pas mal. Non, en fait, ce qui est compliqué, c'est que ma technique dans les courts-métrages, elle est déjà pas forcément, enfin, voilà, c'est une technique qui est de l'animation avec des comédiens, donc c'est pas la même, voilà, c'est pas, et les producteurs de prise de vue réelle me disaient, mais moi je fais pas d'animation. Et les producteurs d'animation disaient, ah oui, mais cette technique, c'est pas vraiment de l'animation. Donc c'était un peu cette chose qui était à cheval, et moi je cherchais, que ça soit de l'animation ou de la prise de vue réelle, j'avais vraiment envie que ce soit quelqu'un qui puisse accompagner le projet. Et c'est ça qui était long, parce que, par exemple, les producteurs de prise de vue réelle avaient une idée très arrêtée de l'animation, où il leur fallait des références. Donc ils me disaient, mais tu veux pas tout faire en dessin animé comme Marjane Satrapi?
En plus, comme ça se passe en Iran, c'était ce genre de truc. Donc c'était un peu. C'est un chemin de croix, hein, de faire un film. Oui, mais c'est surtout qu'en fait, on a toujours besoin de référents. Voilà. Et moi, les références que j'avais, elles faisaient, je pense, déprimer complètement les producteurs. C'est des films qui n'ont pas trop marché. Donc, lesquels, par exemple? Stefan Zweig-Meyer, par exemple. Je pense que ça, c'est pas un truc qui excite énormément un producteur qui veut faire des entrées. Nous avons un spécialiste de Zweig-Meyer dans la salle. Je pense que Pascal doit être là. C'est vrai, malheureusement. Oui, il est là-bas au fond. Et donc, ça les faisait pas. Pas du tout. Et qu'est-ce qui fait que Frédéric Niedermeyer a marché? Je pense que c'est l'histoire qu'il y a plu. De son histoire personnelle, je pense que ça l'a touché et que je sais pas, c'est une rencontre vraiment. Et lui, il a beaucoup travaillé avec Pierre Etex, donc il est sensible à ce genre de cinéma mixte. Ouais. Oui, c'est pas mal mixte. C'est pas mal. Oui, donc c'est l'histoire. C'est important de le dire parce que là, on est obligé de pas beaucoup vous parler de l'histoire d'amour pour pas déflorer le film, mais l'histoire est très très belle. C'est l'amour entre un homme et une femme qui s'entremêle avec l'amour du Liban et c'est indissociable. C'est pour ça qu'il faut voir le film. Alors, il y a une question ici, oui. Mais c'est Pascal qui va se mettre sur le côté puis qui va... Donc Pascal Vimenet, entre autres choses, spécialiste de Zweig-Meyer. Entre autres choses. Je vais essayer de parler comme ça, vous entendez ? Ah, d'accord. C'est bon. Oui, je voulais rebondir pas simplement sur Jan Schwankmajer. J'ai pas vu votre film, je viens de le découvrir au travers des 2 séquences que vous venez de nous montrer, et en particulier la dernière séquence. Moi, de mon point de vue, ce que vous venez de nous montrer, c'est la souche fantasmagorique, parce que il y a cette racine, et cette racine, elle mène très loin, et le plan que l'on a vu. C'est un plan qui appartient au tout début de l'histoire du cinéma, et du cinéma d'animation et du cinéma, qui est celui d'Émile Cole dans Les locataires d'à côté, de 1910. On a exactement le même plan, et je ne sais pas si, quand vous l'avez fait, vous connaissiez ce film et vous en aviez conscience, mais il est évident qu'il y a ce rapport. Et ensuite, et c'est pas du tout par hasard, étant donné qu'Émile Cole appartenait au mouvement des incohérents auparavant et que ce mouvement est considéré comme précurseur du surréalisme, il est bien évident qu'à un moment donné, le nom de Schwankmajer devait sortir de votre bouche. Et donc je vois bien le rapport. Et donc par rapport à ce que Carole dit depuis le début, ce rapport au cinéma, c'est un rapport qui est donc très antérieur. C'est pour ça que je parle de souche fantasmagorique, parce que vous renouez dans cette expérience avec l'expérience première, en fait, du cinéma. Mais c'est quelque chose que vous m'avez dit, que vous aviez l'impression que vous étiez parti du muet et que vous aviez franchi au fur et à mesure des étapes. Oui, je pense que j'aime bien tout contrôler, enfin dans les films, hein, je veux dire. C'est l'idée de pas, j'aime le moins utiliser d'effets spéciaux numériques. Et donc je pense qu'il y a cette envie d'inventer des trucs avec l'équipe. Par exemple, le chef déco avec qui j'ai travaillé, il est un peu pareil. Voilà, il aime bien inventer des trucs. Donc il y a en effet, je pense ce truc un peu voilà, qui fait un peu début, ouais, presque. Mais c'est, par exemple, j'avais vu un documentaire sur Cocteau après le film. Et je me disais, ah oui, c'est un peu la même chose. Lui, par exemple, il explique que il savait pas comment on faisait les travelling, mais il avait vu dans des films les travelling, il trouvait ça super, mais comme il connaissait pas le matériel vidéo, il a mis les acteurs sur un chariot. Et c'est les acteurs qui avançaient vers la caméra. Ouais, voilà, c'était comme ça. Et ça donne un style vraiment étrange.
mais qu'il n'aurait pas eu s'il avait su, en fait. Et je pense que j'aime bien rester dans cette espèce de naïveté un peu sur toutes les techniques et toutes les solutions, voilà, qui peuvent parfois faire gagner du temps aussi, mais qui amènent un truc un peu différent de. C'est-à-dire vous restez ouverte et pas sur une théorie fermée, quoi. Et le producteur, quand il parle de vous, il dit qu'il a eu un grand bonheur à travailler avec vous. J'ai dit, mais à un moment donné, dans l'entretien préparatoire, elle m'a dit qu'elle était, ce que vous venez de dire, très sur la maîtrise des choses. Elle me dit, non, pas tellement, sauf, elle voulait qu'il y ait que des Libanais. Et elle a cédé en rien pour qu'il y ait, évidemment, sauf l'actrice principale, bien sûr, dont le rôle est peut-être votre grand-mère suisse, peut-être. Oui, d'avoir ce caractère d'altérité. Mais effectivement, vous avez voulu que ce soit, même si c'est tourné à Chypre, même si c'est tourné dans un studio de Brie-sur-Marne, le fait que les corps soient libanais, c'est une exigence vraiment de cinéaste. Parce que, en fait, tout était déjà artificiel, refait. Donc, je me suis dit, si c'est en plus pas des Libanais, bon, à quoi bon Et il y a cet accent, et moi j'aime beaucoup l'accent libanais. C'est une façon de parler en arabe qui est différente. Et c'est pas que je ne crois pas en la possibilité qu'ont les acteurs à s'imprégner d'un rôle, mais j'avais vraiment envie que, voilà, eux, ils aient vraiment vécu ce qu'ils étaient en train de jouer. Et une des comédiennes, par exemple, elle a toujours vécu au Liban et elle a vécu enfant ce qu'on racontait, donc déjà ça mettait une ambiance différente sur le tournage, et eux ils ont incarné les choses, je pense, comme n'aurait pas pu le faire quelqu'un qui ne connaît pas. Puis ils ont aussi beaucoup aidé à la déco. Ils disaient mais là c'est pas comme ça qu'on met la table, et ils refaisaient des trucs et tout, donc c'était bien qu'il y ait aussi cette espèce de mélange entre artifice, artisanat, croyance dans les corps, effectivement, faire feu de tout bois. Et je rajouterai quelque chose dont on ne peut pas parler ici parce que ce serait dévoiler le film, mais la complexité scénaristique. Le rôle, par exemple, de l'héroïne principale est magnifique parce qu'il est complexe, parce qu'à un moment donné, elle se contredit totalement, et que c'est très beau, et que c'est dans le cinéma qu'on voit ça. Qu'effectivement, on n'est pas sur une simplification. Voilà, ça fait que je ne peux que vous encourager le 24 février à vous précipiter pour voir le film de Chloé, qui avait peut-être d'autres choses à dire encore. Oui, je vais être très rapide. C'était juste par rapport, justement, comme vous parliez de scénario, que je n'ai pas travaillé seule pour le scénario, et j'étais avec un co-scénariste, et ça, je trouve ça très important parce qu'on peut avoir des belles idées d'images, voilà, sans structure. Enfin, en tout cas, je trouve que, voilà, sans structure, c'est un peu compliqué à réaliser ensuite, quoi. C'est vrai que on avait un scénario qui était vraiment très dégraissé, on a travaillé longtemps sur ce scénario, et ça a permis de tourner le film parce que on a très peu tourné en trop. En fait, on a jeté, je crois, 3 séquences sur le tournage, qui est vraiment rien. On n'a pas beaucoup tourné en plus. Donc, pour la monteuse, au début, c'était un peu dur parce qu'elle n'était pas habituée à pas avoir de matière, en fait, à travailler. Mais sans cette rigueur sur le scénario, on n'aurait pas pu le tourner parce qu'on n'avait pas assez de jours non plus. Donc, c'était bien d'avoir cette base. Voilà. Vous savez ce que veut dire la nef qui vous accueille ici? J'avais écrit sur le truc. Les nouvelles écritures pour le film d'animation. Donc, terminer sur la nécessité du scénario et la force du scénario. Merci. Merci Chloé. Merci à vous.